Monsieur, rappelez-moi dans un mois. Madame, non. Madame, mauvaise foi. Monsieur, je ne sais pas. En vente, on fait face à plein de comportements différents. Que ce soit avec nos clients, nos équipes, nos managers et même dans notre vie privée, on fait face à différents comportements. Ceux qui ont du mal à s'engager, ceux qui ne savent pas dire non, ceux qui ne veulent pas vraiment changer. Dans cette vidéo, je vous donne quelques astuces pour désamorcer 4 comportements. Mais avant, si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine. Ici, on parle de vente et de mindset pour vendre plus, mais surtout pour vendre mieux. Allez, c'est parti! En sciences comportementales, on parle de 3 comportements complexes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une catégorie, mais si le sujet vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je vous parlerai des 2 autres dans une prochaine vidéo. On va donc se concentrer sur la première catégorie, celle de ceux qui nous font galérer, qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui nous empêchent de construire une relation saine. Et avant, petit disclaimer, évidemment, les gens ne sont pas tout le temps comme ça et c'est des astuces à prendre en considération en intelligence situationnelle et donc en fonction d'un instant T. Le premier, ça peut être des comportements agressifs, voire autoritaires. De toute façon, vous les commerciaux, vous êtes tous aussi nuls. Waouh, merci, mais pas besoin d'être autant agressif. Dans un de mes anciens jobs, on avait réussi un appel d'offres sur 5 ans avec un grand groupe de retail. Sur le papier, hyper chouette, sauf que le directeur des achats était super autoritaire. Il fallait être au petit soin, si on ne lui répondait pas dans la journée, il pouvait vite râler. À l'époque, j'étais jeune et face à un monsieur de 50 ans, j'étais un peu comme ça et je me faisais toute petite. Mais un jour, j'en ai parlé à mon boss et il m'a dit « Mais pourquoi est-ce que tu le mets pas face à ses responsabilités et tu mets des mots sur ce qui se passe ?» C'est-à-dire, dis-lui tout simplement ce que tu ressens et ce que tu vois, en lui disant par exemple « J'ai l'impression que vous êtes en colère contre moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne ?» Et après, tu rebondis. Ok, sur le papier, vachement plus facile à dire qu'à faire. Et un jour, il m'a rappelé parce que j'avais pas encore répondu à la grosse commande de Noël qui venait de passer. J'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai dit « Écoutez monsieur, à chaque fois qu'on s'est au téléphone où vous êtes relativement en colère, est-ce que vous avez un problème avec moi? En vrai, vous auriez dû voir ma tête, je savais plus où me mettre. » Et la surprise, il a complètement changé de ton. Il m'a dit non, le problème c'est pas vous, c'est que je trouve que vous êtes sacrément à la traîne. Déjà, ouf, 0 problème avec moi, plutôt un problème au niveau de l'organisation. Donc déjà, en tant que commercial, petit note à moi-même, ne jamais prendre les choses personnellement. Et puis j'ai pu rebondir en lui disant que c'était une grosse commande, que Noël c'était important et que notre objectif c'était d'éviter les coquilles. Et que, évidemment, son mail ainsi que les précédents étaient à chaque fois une de mes priorités. Bref, j'ai réussi à calmer le jeu, à poser le cadre et à sécuriser la relation commerciale. J'ai aussi réussi à me protéger moi, même si j'avoue que sur le coup, c'était pas du tout simple. Évidemment, face à ce comportement, la provoque ou le fait de se plier en 4 n'est pas du tout les 2 comportements adaptés. Alors, à tous ceux qui ont ces drivers soit parfaits ou fait plaisir, faites très attention parce qu'en 30 secondes, ça peut être plié. Le deuxième comportement auquel vous pouvez faire face, c'est la mauvaise foi. Tu atteins tes objectifs, certes, mais tu as seulement 2 grands comptes sur 3. Je peux pas du tout te donner ta prime en entier. Vous la voyez là, la mauvaise foi? C'est comme ceux qui te demandent de faire 3 fois ton chiffre d'affaires et qui savent très bien que c'est impossible. La mauvaise foi, c'est un truc qui peut vite me rendre zinzin, un peu comme la justice. Face à ces profils-là, au départ, j'ai plutôt envie d'exploser. De dire que c'est tout simplement injuste au vu du temps passé, des heures accumulées, du voyage, de la fatigue, etc., etc. Bref, j'aurais plutôt tendance à être dans l'émotionnel à fond. Or, j'ai appris avec le temps que face à la mauvaise foi, il n'y avait juste pas de place du tout pour les émotions. On parle plutôt de faits et encore de faits. Ici, dans cet exemple, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On sait très bien que le travail de commercial, c'est de rapporter du chiffre, les résultats sont là, impossible de les nier. Prendre du recul et ne pas rentrer dans son jeu, c'est aussi sortir du fameux triangle dramatique de Cartman. Et c'est aussi un moyen de lui montrer qu'il ne vous aura pas. Avec la mauvaise foi, on est dans un jeu d'ego assez malsain. L'autre sait très bien qu'il va vous la mettre à l'envers, mais il essaie quand même. Avec ce type de comportement, mieux vaut ne pas aller vraiment titiller son ego en lui disant qu'il ment, par exemple. Là, c'est la cata et les conséquences peuvent être pas très jolies. L'humour avec eux, ça passe ou ça casse, mais dans tous les cas, ça peut vite piquer l'ego. En troisième comportement, il y a ceux qui ont du mal à s'engager. Il n'y a pas très longtemps, j'ai un client qui me dit « Super, je vais signer un super devis, ça va être génial, je vais avoir un gros client, tout va super bien se passer. » Il était super content, sauf que sur le papier, il n'avait rien signé. Son potentiel client s'était engagé oralement, et puis le temps a coulé. À chaque fois qu'il le relançait, il lui disait « Oui, t'inquiète pas, je te l'envoie dans la semaine. » 2 semaines plus tard, toujours pas de nouvelles. Il le relance, et le futur client a évidemment toujours une bonne excuse en disant qu'il était débordé, mais que cette fois, il le faisait sans faute dans
dans la journée. Le client devait commencer en mars, en juin, toujours pas de nouvelles. Je suis certaine que vous aussi, vous avez déjà fait face à ces potentiels clients qui sur le papier sont super excités, qui veulent signer mais qui ne le font jamais. Alors comment essayer de les impliquer et de les engager davantage? La première chose, c'est de les impliquer dès le début. L'idée ici aurait été de l'impliquer directement avec une date pour commencer la mission. Cette date aurait dû être mise dans le devis et aurait dû être bookée dans le calendrier du client. La date était bookée, il était donc inconsciemment un peu plus engagé. La deuxième chose à faire, c'est de le rassurer et de le rassurer toujours et encore. À chaque relance, lui demander s'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui le gêne. Grâce à ces questions, on peut passer outre les objections et peut-être essayer de répondre à certaines peurs. Et la troisième chose, c'est que vous, en tant que prestataire, c'est de toujours faire ce que vous dites. Si vous lui disiez « je vous rappelle demain à 10h », il fallait rappeler le lendemain à 10h pétantes. En plus de montrer son sérieux et son professionnalisme, ça lui montre à quel point vous êtes engagé dans la relation. À éviter complètement le rentre-dedans, en disant par exemple « ça va être difficile de travailler avec vous si vous ne tenez pas vos engagements » et éviter aussi de poser des questions qui sont trop ouvertes, qui le forceraient à se justifier. Et en quatrième comportement, ceux qui ne savent pas ou ceux qui ne savent plus. Grand classique quand on fait du shopping, est-ce que je prends la robe verte ou je prends la robe bleue? Bon, je vais prendre la robe verte. Et puis finalement, arrivé chez soi, on se dit la robe bleue était peut-être mieux. Ok, ici, il faut donc faire la différence entre ceux qui ne s'engagent pas et ceux qui n'arrivent pas à prendre des décisions. En général, on ne s'engage pas parce qu'on est soit mal organisé, soit on a peur de quelque chose. La prise de décision, c'est différent. C'est plutôt une histoire de méfiance, de manque de confiance et d'influence. C'est plutôt des personnes qui se laissent guider par le vent. Ici, dans l'exemple, on ne parle que d'une robe, donc rien de dramatique. Par contre, j'ai récemment accompagné un Head of Sales dans une startup tech qui commençait un peu à partir dans tous les sens. La raison, l'entreprise avait pour objectif de partir à l'export. Sur le papier, super canon, super projet. Le problème, c'est que le CEO changeait continuellement de pays cible. Il prenait en considération les avis des autres, les avis des équipes, les avis de sa famille, bref, c'était catastrophique. Un coup, c'était les US, un coup, c'était les UK, un coup, c'était les pays frontaliers, bref, l'équipe était un peu perdue. La dernière question en suspens était de savoir sur quel salon ils allaient pouvoir commencer. Au départ, le Head of Sales a essayé de tirer la sonnette d'alarme auprès de son CEO en lui parlant de choses rationnelles, en lui disant qu'ils avaient des objectifs à atteindre et donc plus la décision prenait du temps, moins ils allaient réussir leurs objectifs. Et puis il a aussi misé sur des informations émotionnelles comme le manque de confiance et la perte de motivation des équipes. Le tout en prenant évidemment de grosses pincettes. Pour aider le CEO dans sa prise de décision, on a travaillé avec le Head of Sales et les équipes sur une présélection des différents salons à faire. On a fait une présentation en béton en se focalisant seulement sur les faits, le budget, les avantages, les inconvénients, etc. Et puis on a booké un rendez-vous avec le CEO pour lui présenter cette présentation et deux choix. On a simplement terminé le rendez-vous en disant voilà, les inscriptions pour les salons doivent être terminées la semaine prochaine. Nous avons deux choix, les UK ou les US. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à partir de tout ce qu'on vient de vous dire? En conclusion, le Head of Sales a pris les rênes, il est passé de l'attente à l'action. Il a aussi proposé au CEO deux choix qui lui permettaient de prendre une décision rapidement en ayant un aperçu sur tout ce qui se passait. Depuis, il a compris comment son CEO fonctionnait et quelle approche il devait avoir. C'est une situation qui peut être extrêmement énergivore, le tout est de savoir comment gérer son énergie et comment travailler avec ce type de comportement. Sachant qu'en plus, les raisons peuvent être multiples. Dans tous les cas, peu importe le comportement ou le profil que vous avez en face, les mots ont de l'importance. Alors faites super attention à ce que vous dites. Si le pouvoir des mots est un sujet qui vous intéresse, on se retrouve dans cette vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.